Bonjour à tous, mon nom est Marc-André Bélanger. Merci d'être là aujourd'hui. Pendant qu'on ajuste le son dernière minute, euh, je vous avais mis ma bio en introduction pendant qu'on s'installe, etc. Mais malheureusement, j'avais une belle musique cheesy en arrière qu'on n'a pas pu avoir. Mais des problèmes techniques qu'on va régler pour le prochain conférencier. C'est tout le temps le fun d'être le premier le matin. C'est un honneur pour moi d'ouvrir le Hackfest cette année. Ma cinquième présence ici au Hackfest, ce qui est ça fait quand même quelques fois. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de je vous ai préparé une présentation qui s'appelle Free to Pond, qui parle spécifiquement des jeux vidéo et des publicités dans les jeux associés au free to play. Cependant, quand j'ai commencé à faire les recherches qui m'ont amené à la présentation, on avait commencé vraiment sur une autre tangente. On avait commencé à étudier spécifiquement les publicités jouables qu'on retrouve beaucoup de nos jours dans les jeux vidéo, qui, en réalité, c'est quoi? C'est du HTML5 qui exécute dans le contexte de ton jeu. Alors, ça a commencé avec un remote code execution, puis ça a fini avec quelque chose de complètement différent. Alors, je vais vous parler un petit peu des deux aspects à l'intérieur de la présentation. Ce que ça finit par donner vraiment, cette présentation-là, c'est vraiment un enjeu sur la confiance. Puis, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous êtes, la confiance envers nos third parties a toujours été et sera toujours un problème, puisque c'est pratiquement impossible de tester de bout en bout, quels que soient vos processus. Il faut vraiment que la rigueur soit faut vraiment que vous ayez de la rigueur pour arriver à un niveau d'assurance euh, élevé, quel que soit le type de fournisseur. Donc, ici, je vais commencer par vous parler brièvement du modèle économique des jeux de free-to-play. Après ça, on va parler un petit peu de comment on le mesure, comment on l'optimise et qu'est-ce qui nous amène ensuite à la plateforme. Les tests ont été faits sur Android, mais ça s'applique aussi sur iOS, Windows, mobile et quelques autres plateformes de ce côté-là. Et à la limite, il y a quelques cas qui s'appliqueraient sur PC aussi. Oui, juste une chose de super important. Je vous parlais que la conférence était, le thème principal était la confiance, mais je vais profiter de l'occasion pour vous présenter trois personnes super importantes pour moi qui sont assises en avant, dans la place VIP. Alors, j'ai ma femme ici qui, pour la deuxième fois, vient assister à une conférence. C'est la première fois en français, fait comme ça, c'est très excitant. Et deux de mes merveilleux enfants, Charles et Céane. Alors, ils sont disponibles comme Padawan. Je vais les louer pour la conférence. Alors, si vous avez quelque chose à leur enseigner, ça va me faire plaisir. Parce qu'ils apprennent plus de moi, malheureusement. Hein. Anyway. Cela dit, allons-y dans le gras et dans le vif du sujet. Ah oui, non, il y avait une petite animation ici. Il y avait du son, il faut attendre. Veuillez patienter, votre appel est important pour nous. Et voilà. L'économie des jeux. Donc, traditionnellement, le jeu vidéo, on allait au magasin, on achetait la cassette, on la mettait dans notre console ou dans notre, bon, ça va trahir mon âge, dans notre color computer, notre Coco 2 ou whatever ce que vous aviez à l'époque, sur lequel vous jouez des jeux. Le modèle standard, c'était ce qu'on appelait le pay-to-play. Donc, on achète le jeu et ensuite, une fois qu'il est acheté, il est à vous et vous pouvez en faire ce que vous voulez, sauf briser les conditions qui sont écrites en arrière. Mais cela dit, c'est le modèle le plus traditionnel. Ensuite est arrivé l'arrivée, il y a eu une transition vers, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais est arrivé ce qu'on appelle le free-to-play. Alors, le jeu vous est fourni gratuit. Il y a quelques intermédiaires entre les deux. Il y a certains jeux qui sont moins chers, mais bon. Mais le modèle économique est différent dans le sens où le jeu, vous pouvez le jouer. Maintenant, il se finance de différentes façons, avec des achats à l'intérieur de l'application, le in-app purchase. In-app purchase est un modèle particulièrement intéressant aujourd'hui parce que généralement, la moyenne des gens payent plus cher les jeux que s'ils les avaient achetés sur les tablettes.
Donc, bon, j'ai pas toutes les statistiques, puis malheureusement, j'aurais besoin de réviser mes notes, mais de façon générale, le in-app purchase fait en sorte que les gens payent entre 30 et 40% plus cher le jeu que s'ils avaient acheté l'équivalent de ce côté-là. Et aussi, c'est 5% de la population qui paye pour 50% du jeu, là, mais ça, c'est autre chose. Dans l'élaboration du free-to-play, il nous est arrivé. Ah, si c'est ta mère, dis que je vais la rappeler. Dans l'élaboration du free-to-play, est arrivé quelques petites anicroches, parce que bon, ça a pris du temps avant que ça soit élaboré complètement. Et est arrivé ce qu'on appelle, ou ce qu'on a catégorisé, le pay to win. Donc, souvent, certains jeux vont permettre des avantages, des personnages supplémentaires, des personnages plus puissants, des objets qui facilitent le jeu et qui créent en fait une catégorie de joueurs payeurs versus une catégorie de joueurs non payeurs. Alors, ça a développé un peu un irritant vers ce que les gens ont appelé le pay to win. Mais aujourd'hui, on parle de publicité. De plus en plus, les jeux de... Non, pas de plus en plus. Il y a vraiment une catégorie de jeux qui se payent avec les publicités. Il y a plusieurs modèles de publicité, on va y revenir un peu tantôt. On va y revenir tantôt, mais essentiellement, les modèles de publicité, il y a le publicité jouable, le banner, comme on avait traditionnellement dans les sites web. Il y a les pleins écrans, les interstices. Il y a comme 7 ou 8 différents types de publicité dans les jeux. Mais ce qui est important de comprendre, c'est comment ils se payent avec ces publicités-là. Alors, une petite seconde. Alors, la façon si moi je veux émettre une publicité sur le marché ou si je fais jouer une publicité qui vient du marché, la façon de se payer se calcule en coût par millier d'impressions. Donc, à chaque fois que j'afficherais, par exemple, dans mon jeu, 1000 fois la publicité, ça pourrait me rapporter 10, 12, 15, 20 sous. Et la même chose que si moi, j'offre 1000 fois la publicité à différents autres jeux ou d'autres applications, mais c'est combien va me coûter. Ça, c'est dans les deux sens. Évidemment, il y a un intermédiaire qui se fait une cote. Traditionnellement, puis on s'entend, il y a, je sais pas, pour ceux qui étaient dans le marché dans les années 2000, je sais pas si vous vous rappelez des publicités de sites Not Safe for Work, qui étaient affichées et ces publicités-là, originalement, se payaient justement en impression, le nombre de fois que la pub était affichée. Donc, c'était facile au cégep de créer une macro, il load le site que toi t'as monté, puis il fait juste cliquer tes pubs, puis pendant que les élèves sont pas à l'école. Fait que quelques connaissances à moi se sont payés des équipements, des ordi neufs, ainsi que des voitures, juste en faisant des macros qui affichaient. Ça n'a pas été long que l'industrie s'est rendue compte que l'impression n'est pas garantie de ce qu'ils ont appelé la conversion. C'est pas parce que tu vois la publicité que la publicité, elle est pour toi et qu'elle te parle. Alors, ce qu'ils ont commencé à faire, ils ont converti en coût par clic. Donc, moi, si je veux émettre une publicité, je peux dire, bon, ma publicité, moi, je ne la paye pas en milliers d'impressions. Je vais te payer pour mettre ma publicité, mais quand quelqu'un va cliquer dessus. Évidemment, ça aussi, avec des macros, c'était facile, mais en tout cas, une autre histoire claire, c'est une autre façon de se mettre sur le marché. Avec les applications et les jeux, est arrivé aussi le coût par installation. Donc, si quelqu'un voit ma publicité, installe le jeu, évidemment, il faut tracer que c'est l'individu qui avait vu la pub en tout cas. Mais une fois que l'application est installée, évidemment, je vais te payer pour avoir fait jouer ma pub. Et là, on comprend que, évidemment, le coût par installation versus le coût par millier d'impressions, le coût par installation est plus élevé. On s'entend. Avec les publicités jouables est arrivé, pas juste avec les applications jouables, mais aussi le coût par action. Donc,
prenons l'hypothèse que j'ai une publicité jouable. Tu as le premier niveau, tu fais ton premier niveau, mais je pourrais te dire comme je vais te payer le double si le joueur fait le deuxième niveau, par exemple. Donc, dans l'application comme telle, la publicité load, tu fais ton premier niveau, puis moi, je vais payer seulement pour ceux qui se sont rendus au deuxième niveau. Maintenant, vous comprendrez que pour la personne qui fait jouer les publicités, il va se vouloir intégrer ça de façon le plus efficace possible, puisque c'est comme ça qu'il va faire son argent, pour s'assurer que la personne sera au deuxième niveau. Donc, ce qu'il pourrait faire, c'est dans son jeu, mettre des conditions, des bloqueurs, puis tu ne peux pas jouer si tu n'as pas passé ton deuxième niveau. Évidemment, il y a des conditions dans lesquelles une publicité ne pourrait pas fonctionner, par exemple, ou le réseau n'est pas disponible, ou le joueur est en mode offline. Donc, ces conditions-là font en sorte qu'on doit mesurer l'efficacité de notre fournisseur de publicité. Donc, on va parler de effective cost per mile, effective cost per click. Ça veut dire que combien m'a coûté l'intégration de mon service versus son efficacité. Parce qu'évidemment, bon, des fois, même avec la meilleure volonté du monde, si la publicité ne l'autre pas, ben moi, j'ai payé pour, mais bon, j'ai malheureusement pas retenu la conversion qui allait avec, etc. Fait que, on va parler d'efficacité du réseau à ce moment-là. Et marketing-wise, la façon qu'ils regardent ça à très, très haut niveau, c'est les daily, comment je pourrais dire ça? Les joueurs qui jouent systématiquement. Quand le joueur joue dans une journée, quel est son ratio qui m'amène en argent? Fait que tu vas avoir average revenue per daily active user. Et il faut que j'y pense deux fois à chaque fois. Mais essentiellement, et puis là, si vous avez des gens en marketing dans le domaine de la publicité, là, ils vont vous donner une centaine d'autres possibilités de façon de mesurer ça. Là. Mais essentiellement, ce qui est important de comprendre, c'est que on a besoin de savoir dans nos publicités comment ils sont efficaces, comment sont efficaces nos campagnes. Jusque-là, bon, tout le monde, ça va? Ça. Comment je rends plus efficace ma campagne? Il dit, c'est clair que moi, ma merveilleuse fille Céane, on n'a pas du tout les mêmes intérêts en ce qui a trait de consommation, achat et autres. Donc, dans le cas de Céane, elle va être ciblée vers, par exemple, d'autres types de jeux, d'autres types d'autres types de jeux similaires. Donc, son âge, même si la campagne de publicité n'est pas spécifiquement ciblée sur elle, elle va se retrouver dans un segment qui est vraisemblablement différent du mien. Peut-être dans certains cas, on serait dans le même, peut-être que non. Par exemple, géographiquement, on serait vraisemblablement dans le même. On vit au Québec, nos installations, nos appareils sont configurés en français. Si c'est ça, le segment spécifique de marketing qu'ils veulent cibler, ben c'est facile qu'on se retrouve dans le même. D'un autre côté, si on regarde sur une perspective plus démographique, on n'a pas le même groupe d'âge, bien que reste. Alors, de ce côté-là, c'est clair qu'on va vouloir cibler. Donc, les gens, les hommes vivant au Québec, ayant une éducation X, etc., n'ont pas le même profil de consommation que les femmes qui sont encore, je sais pas moi, au cégep. Alors, tout ça fait en sorte qu'on va créer même des segmentations, puis on va leur préparer. Et cette spécialisation, le processus de segmentation, vont créer de même la possibilité aux équipes de marketing de cibler spécifiquement les groupes de consommateurs qui ont besoin. Aussi, il y a le modèle technographique, type d'équipement, ce que vous avez acheté, ce que vos historiques de consommation, Apple versus Android versus est-ce que vous avez des ordinateurs chez vous? Est-ce que vous tout ça au niveau de la technologie, est-ce que votre je sais pas, votre toaster est intelligent? Pourrait faire en sorte que vous vous retrouviez dans des segments différents de d'autres personnes. Et évidemment, au niveau comportemental, les valeurs, ce genre de choses-là, on voit moins ça au niveau du marketing, mais ça pourrait être important. On le voit plus au niveau des enjeux politiques, mais essentiellement, la segmentation comportementale est particulièrement payante aussi au niveau de
la consommation. Maintenant, comment est choisie la publicité qui est affichée au moment où vous êtes en train je sais pas, de jouer à un jeu, puis voilà, la publicité il y en a une qui apparaît automatiquement. En arrière, il y a tout un mécanisme d'encan qui fait en sorte que lorsque le publiciste met lorsqu'on dépose une publicité, on va utiliser une prédiction sur les ratios de clics, les ratios de conversion, etc. Il y a une espèce on s'entend avec le fournisseur de publicité sur qu'est-ce qu'on pense à obtenir, puis ensuite, au fur du temps, l'algorithme va ajuster l'efficacité de ta publicité, puis tu vas pouvoir interagir, la modifier. Et aussi, on dit, par exemple, si c'est un clic, un cost per 1000 impressions, ben, on va lui dire, ben, pour 1000 impressions, je veux payer $1 pour 1000 impressions. Ce qui est exorbitant, là, mais bon. Mettons que je paye $1 pour 1000 impressions. C'est garanti que ma pub passe tout le temps. Je vais écraser les autres. Alors, pour empêcher que quelqu'un juste overbid tout le monde, une espèce de nerfing, un facteur de sécurité a été intégré par la plupart des fournisseurs de publicité qui leur permet de calmer le jeu de façon à ce que d'autres de leurs clients puissent s'insérer. Alors, même si j'overbid tout le monde, ben, clairement, ils vont juste dire comme, ouais, la qualité de tes conversions sont pas bonnes ou ce segment-là est pas pour toi, fait que tu te retrouveras pas dans ces segments-là. Mais cela dit, c'est une façon pour eux autres d'assurer que quelqu'un écrase pas leur service. Bon, maintenant qu'on a fini sur l'économie, vous avez une meilleure idée de comment ça fonctionne. Imaginez-vous, je rentre au bureau, je m'en vais regarder un driver, parce que puisque c'est du code qui nous est livré par un tiers, et pour faire spécifiquement la segmentation et la conversion. Alors, je commence à lire le code, puis je me rends compte que finalement, je m'étais complètement trompé sur où était l'enjeu dans ce contexte. Alors, si on regarde juste un peu avant ça, on va regarder, j'ai utilisé Android juste parce que Android, on est capable de l'éviscérer plus facilement. Alors, on s'entend tous que l'enjeu ici, c'est que pour faire de la segmentation, pour savoir quelle publicité, puis pour que je puisse faire en sorte que vous cliquiez sur ma publicité, j'ai besoin de savoir qui vous êtes. J'ai besoin de savoir dans quel segment vous devriez appartenir pour que je prenne la meilleure stratégie possible de marketing pour que vous installiez mon jeu, que vous fassiez le deuxième niveau, que vous aimiez jouer à Bejeweled, ou je ne me souviens plus comment on appelle la catégorie de jeu. Mais essentiellement, ça veut dire que les données sont exfiltrées avec votre consentement explicite en plus vers des centres de données. Alors, rapidement, là, comment fonctionne la plateforme Android, là, puis c'est qu'il y a une série de couches à l'intérieur, puis là, j'exclus spécifiquement les appareils qui sont routés, etc., même si c'est similaire. Mais essentiellement, on a une série de couches à l'intérieur, et chaque couche est assez bien contrôlée versus qu'est-ce qu'une couche a le droit d'accéder dans la couche inférieure et supérieure. Bon, il n'y a rien d'infaillible sur cette planète. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui puis qu'on est au Hackfest. On va en avoir plein. On va briser plein de ces appareils-là au cours de la fin de semaine. Mais essentiellement, de façon générale, c'est assez bien monté. Ce qui se passe, c'est que on a ce qu'on appelle le médiateur. Le médiateur, c'est le responsable de choisir le fournisseur de publicité. Par exemple, si mon application roule en Chine, je n'utiliserai pas le même médiateur de publicité, le même fournisseur de publicité que si je suis en Amérique du Nord. Bon, c'est pas des raisons purement réseautiques et de latence, c'est vraiment parce que les publicités qui sont là, j'ai pas le choix. Mais si, par exemple, je me retrouve avec la même personne qui est présentement aujourd'hui en Amérique, peut-être que là, il pourrait se retrouver avec des publicités qui viennent d'un fournisseur qui est plus ciblé américain. Donc, le médiateur est la couche qui me permet de faire affaire avec plusieurs réseaux de publicité en dessous. Et il y en a des dizaines, voire des centaines de réseaux de publicité.
Oui, le médiateur en question, c'est lui qu'on regardait. Au début, je ne sais pas si vous allez voir, ça a l'air pas si fait. Le médiateur en question, j'ouvre son code à l'avantage de la plateforme Android. Un analyse statique dessus. Il m'affiche que j'ai un remote code execution, panique, panique, oh my God, oh my God, oh my God. Je dis OK, on va le regarder. Je décompile le code, je commence à fouiller dans le code. Euh, Au début, remote code execution, ben regarde, j'ai pas le choix. Je veux faire rouler des publicités jouables. Ça fait partie de. J'ai pas le choix. J'ai besoin d'accepter, dans le contexte de mon application, que du code me soit livré depuis un tiers, qui soit roulé dans le cadre d'un WebView. Le WebView en lui-même, il est assez bien contrôlé parce que il va rouler du HTML5, il a son propre storage local, il est patché, révisé assez fréquemment. Ça ne peut pas dire qu'il est inviolable, mais il est quand même assez bien construit. Ensuite, on se retrouve avec, il y a peut-être accès à mes assets sur Android, mais c'est assez statique. Puis je veux dire, si quelqu'un peut télécharger mon application, il peut le renverser de toute façon. Le problème n'est pas nécessairement au niveau du WebView. On accepte que l'HTML5 JavaScript exécute du code. Oui, OK, ça se peut qu'on se retrouve avec de la crypto-monnaie dans nos pubs. Ça se peut qu'on Vous pouvez imaginer tous les scénarios possibles de what can go wrong, proxy JavaScript, faire du SMB, l'énumération. Oui, OK, c'est des risques de remote code execution, ça, on s'entend tous là-dessus. Mais je dois l'accepter. Ensuite, on se retrouve avec. C'est ça. Alors, je commence à lire le code, puis je dis, bon, OK, mais voyons voir comment est enclavé ces features-là du WebView. Alors, je commence à chercher, puis là, bien évidemment, tu sais, le fournisseur, le médiateur, échange d'informations entre l'application et ses services pour des données utilisateurs, probablement de la persistance sur qui il est, qu'est-ce qu'il se rappelle de lui, etc. Fait que jusque-là, rien trop mauvais, là. Mais là, je tombe sur des fonctions, j'ai dit, oh, set back button state, puis oh, add click. Ça veut dire que je pourrais faire une publicité, puis injecter à l'intérieur pour dire que la publicité est finie et bypasser les publicités. Là, je commence à être particulièrement intéressé. Là. Puis là, je commence, là, mes modèles de menaces, là, ils commencent à rentrer, puis là, je dis, oh, je fais des abuse cases. Je vais me faire un truc qui va bypasser les pubs. Mais là, check install apps. Ça, là, je fais comme, il dit check install apps. Là, je commence à fouiller le code, des appels d'autres fonctions, on se retrouve dans une autre librairie, etc. Puis là, je fais comme get install application, get context. En gros, là, il se génère une liste de toutes les applications qui sont installées sur votre device. Donc, make sense. Hey, si tu as déjà l'application, là, si tu as déjà acheté le jeu, je ne vais pas te mettre de la pub pour ce jeu-là. Mais, par exemple, si tu as l'application, mais que tu ne l'as pas mis à jour récemment, je pourrais te mettre la pub sur le dernier feature que je viens de sortir sur ce jeu-là. Alors là, on commence à comprendre que là, je cible spécifiquement mes utilisateurs avec des données qui viennent de là. Puis, au niveau de la segmentation, on s'entend dessus que un homme célibataire de tel âge, etc., que l'application Tinder d'installer, ou une femme, juste avec le profil des applications installées, je pense qu'on pourrait, juste nous autres, là, s'asseoir autour de la table, puis probablement développer un modèle pour commencer à identifier l'âge, le groupe de personnes, etc. Et ça va? Ah, OK. Donc, on était rendu au Get Install. Ça veut-tu dire qu'il faut déjà que je descende, là? Non? Il me reste du temps? OK. Je t'ai rendu où? Ah, oui. Encore là, persistance de données. Donne-moi 2 minutes, je finis celle-là, puis on fait ça. C'est bon? Continue à le sentir. Excellent. Persistance de données. Je tombe sur des fonctions, puis on s'entend là, quand JavaScript Interface, je n'ai pas vraiment parlé, là, mais ça permet à la fonction d'exister dans le JavaScript. Mais la fonction, elle existe dans votre application. Elle existe avec les privilèges de votre application. Fait que même si elle avait d'enclaver les accès au système de fichiers, etc., au niveau du WebView, je peux sauvegarder les fichiers, je peux ouvrir des URL, je peux déliter des fichiers, déliter des folders. Donc, je pourrais
encore là, on fait des abuse cases là, ici. Là. Je pourrais avoir une publicité qui dit Hey, si tu as le jeu de mon compétiteur, fais un delete folder dessus. Mais non, ne faites pas ça à la maison, on est des professionnels. Euh, une des restrictions du WebView, c'est que tu ne peux pas loader des URL, files de .// right? C'est connu que c'est vraiment une mauvaise idée. Tu sais, en mesure de pouvoir sauvegarder un fichier, puis après ça, appeler, hey, load ce fichier-là comme ça. C'est un des features de sécurité. Mais nos petits amis ont rajouté un accès à partir du JavaScript pour appeler set hello file access from filer. Fait que même si mon WebView avait une défense, JavaScript est capable de retirer la défense de ce côté-là. Bon, je fais une pause. Happening. Cheers. Cheers. T'es rendu à combien, hein? Premier. Hmm. On va être tough tantôt. Ouais, ça va être tough tantôt, mais si tu veux, je garde la bouteille, hein? Oh, cool. Ah ouais. Merci. Ah, ça fait du bien à la gorge, mais où je t'ai rendu? Oui, OK. Bon, on a parlé de la persistance. On a parlé que finalement, ils connaissent énormément d'informations sur vous. Évidemment, ils ont accès au service de localisation si vous avez permis à l'application d'avoir accès au service de localisation. Mais on comprend que des fois, c'est pas nécessairement le service, c'est pas au service de publicité qu'on permet d'avoir accès à la localisation. Je pourrais avoir un jeu à la Pokémon Go qui a besoin d'avoir accès à la localisation pour fonctionner, mais là, implicitement, je vais donner à tous les composants de l'application accès. Dans ce cas-ci, Get Device Location et Get Device Precise Location sont les fonctions pour extraire la position GPS et la position à peu près de votre appareil. Et pour une raison que j'ignore, qui est probablement liée au save file dont je mentionnais tantôt, mais il y a accès aussi aux données reliées à vos volumes de storage, l'espace disque disponible sur votre device. J'ai pas compris à quoi il servait, puis non, j'ai pas passé à travers. Comme j'ai dit, j'ai fait une analyse statique dessus, j'ai pas fait une analyse dynamique, mais à quoi pourrait servir de permettre au JavaScript de savoir combien d'espace il reste sur votre device? Peut-être qu'aussi, ça sert à la segmentation, dans le contexte où je ne te proposerai pas une application qui va remplir ton device si tu n'as pas d'espace pour l'installer. Ça aussi, la prochaine fois, tu ne cliqueras pas. Là. Je vais comme me tirer dans le pied au niveau de. Bon. Là où mon cerveau a littéralement explosé, et je vous avais déjà que j'ai trouvé des scénarios d'abus vraiment cool là, pour faire des tests, pour m'intégrer dans le processus de test, je suis tombé sur les fonctions de getDeviceStatus. GetDeviceStatus, c'est intéressant parce que tu peux l'appeler JavaScript, puis il te retourne un array que, en date de maintenant, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais qui appelle une fonction qui génère l'array, etc. Je commence à creuser à l'intérieur pour me rendre compte que il extrait qui est le manufacturier, le modèle de votre appareil, tu sais, le profil technographique dont on parlait partout, l'OS et la version, ça c'est assez statique, ça va avec le build, mais le carrier, connection type, c'est est-ce que vous êtes présentement connecté sur Wi-Fi, sur 3G, sur 4G, battery level, le MMC, c'est votre code de mobile carrier code. C'est l'équivalent du 514 là, ou du 4. On est à Québec, c'est quoi, 819, non? Le MNC, c'est le Mobile Network Code. Ça veut dire que, par exemple, je pourrais être un 514 présentement, il pourrait savoir que je suis pas sur ma région, puisque mon Network Carrier Code pourrait être différent, ou que je suis en voyage, je pourrais détecter que je suis en voyage juste avec ces variables-là. Et Sim Operator. Ah, OK. On s'entend là, que déjà là, je commençais à tilter pas mal, puis ça me démangeait d'appeler notre privacy officer. Là, j'étais sur le bord. Mais j'ai continué. Get language, on s'entend. C'est
celui-là, je m'attendais à ça. C'est pas très problématique de ce côté-là, mais Installer Package Name. Là, celui-là, ça m'a pris un peu de temps. Installer Package Name, c'est une façon de savoir comment votre application a été installée. Ça pourrait servir aussi de savoir si c'est une version en debug ou c'est une version qui vient de la production. Mais en gros, avec les données retournées, tu peux savoir si tu l'as installé depuis le App Store standard ou tu l'as installé à partir d'un APK. Sans savoir nécessairement si c'est la version originale. Juste déjà là, ça me permet de corréler une partie de l'information. Version name, last update time, first install time. Encore là, ça, c'est spécifique à l'application qui est en train de s'exécuter. Fait que ça, bon, c'est normal que l'application ait accès à savoir qui elle est, dans quel contexte, etc. Mais là, dans ce cas-ci, on l'expose vraiment à JavaScript. External storage and get device volume, c'est la même chose. C'est probablement des données pour développer des modèles technographiques. Vous avez un device qui est très dispendieux, beaucoup d'espace de disponible. Y a-t-il une carte SD à l'intérieur? S'il n'y en a pas, juste avec cette information-là, s'il n'y a pas de carte SD ou il n'y en a pas de disponible, il n'y a pas de driver pour carte SD, déjà là, on élimine la moitié voire 80% des appareils sur le marché. Fait que juste avec une partie de l'information, on peut commencer à corréler de ce côté-là. Is device rooted? Is rooted device, en fait. Pourquoi un publiciste voudrait savoir ça? Ça, je me suis posé la question aussi. Mais bon, on s'entend que c'est un peu trop d'informations. On a aussi Sonic, Supersonic, qui est un autre fournisseur de publicité. Alors, ils s'échangent entre eux des tokens. Puis j'imagine que ces tokens-là servent à enrichir les données. Donc, dans le cas de ce fournisseur-là, ah oui, j'ai pas mentionné que je vous ai jamais donné le nom de ce fournisseur-là. Parce que, ouais, en tout cas, je vais revenir, mais ils s'échangent des données avec d'autres. Donc, Supersonic, Google, évidemment, en ce faisant, probablement qu'entre eux autres, ils s'achètent puis ils se vendent de l'information sur des profils, des segments, etc., où ils se servent à enrichir les données. J'ai dit que je reviendrais sur le fait que je n'ai pas donné. Moi, j'ai clairement, mais clairement brisé les termes d'utilisation avec ce fournisseur-là dans le cadre de mes fonctions. Alors, malheureusement, c'est pour ça que j'ai caché le nom, parce que le fournisseur en question, on est en pour parler avec eux sur quelques détails, alors je l'ai mis de côté. Mais si vous êtes le moindrement impliqué dans le domaine du marketing, vous savez déjà probablement de qui je parle. Sinon, c'est pas grave. Ça m'a amené à me poser la question. C'est-tu mainstream? C'est-tu normal? Je veux dire, je comprends les Google Ads est assez agressif. Il sait ce que j'ai magasiné. Google sait ce que je magasine chez Amazon. Tu sais, je veux dire, nos vies tournent autour du profilage publicitaire. On parlait de ça il y a comme 10 ans, quand je travaillais dans le retail, sur les dashboards publicitaires en fonction des personnes qui magasinent, etc., leur profil d'achat. Mais je me suis dit, est-ce que c'est un méchant fournisseur médiateur ou est-ce que tout le monde fait ça essentiellement? Alors, encore là, je reviens à ma merveilleuse fille, c'est Anne, qui est une excellente consommatrice de jeux free-to-play. C'est gratis, on s'entend? Tu peux monter le son? J'ai pas le contrôle sur le son. Chef? Je vais essayer de parler moins. Tantôt, il y avait du feedback, fait que je vais essayer de faire attention. Donc, comme Céane consomme énormément de jeux free-to-play, j'ai demandé, clairement, donne-moi l'application que tu vois le plus de publicité dedans. Fait qu'elle a sorti Housepaint. Le jeu est bizarre, mais je crois qu'elle joue au jeu pour les publicités plus que pour le jeu. Ça se peut-tu? Ouais, hein? Ouais, c'est ça.
Puis, c'est un profil intéressant. Je veux dire, la publicité jouable te permet de changer de jeu. C'est comme si tu avais une série de mini-jeux qui changent continuellement. Fait que pourquoi pas? Mais là, tu es obligé tu sais, de faire peinturer ta maison. Puis là, wouhou, une publicité. Donc, ce que j'ai fait une analyse statique sur House-Paint. Et rapidement, un petit peu les résultats de ce côté-là. Disclaimer, il a fallu que j'aille chercher l'application sur un site secondaire. Et c'est intéressant parce que j'ai comme pu télécharger l'APK, faire mon analyse sur l'application Android sans l'exécuter et sans cliquer acheter sur le store. Donc, techniquement, je n'ai jamais signé le terme d'utilisation de l'application. Mais c'est drôle parce que c'est drôle parce que, tu sais, on se pose la question, pourquoi une application gratuite se retrouve sur un site de téléchargement de jeux? Je le sais, maintenant. Non, mais je ne l'ai pas exécuté, mais effectivement, quand j'ai fait l'analyse statique, il y avait du spyware à l'intérieur all over the place. C'était lamentable. Alors, ne faites pas ça à la maison. S'il vous plaît, tenez-vous-en au site officiel. Cela dit, alors j'ai téléchargé House-Paint et j'ai commencé à faire l'analyse, etc. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que House-Paint utilise 4 grands fournisseurs et pas celui que j'utilise, donc je peux en parler. Donc, ils utilisent 4 grands fournisseurs de publicité, puis certains de ceux-là sont des médiateurs aussi. Donc, on peut faire affaire, par exemple, avec Google Ads, puis Google Ads va s'occuper de faire la médiation. Donc, c'est à l'intérieur de Google Ads ou de Fiverr, aussi, c'en est un. Tu peux, à l'intérieur, lui dire c'est quoi les règles. Fait que segment, faire affaire avec Amazon, puis à l'intérieur de Amazon Ads, tu fais encore ton sous-segmentation. C'est compliqué, là. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça compliqué juste pour s'assurer qu'on ne comprenne pas. Mais, à la base, ils utilisent ces 4 fournisseurs-là. Ouais, le rhum, il est bon, mais il est de bonheur. Donc, à l'intérieur de ces 4 fournisseurs-là, je suis passé dans leur code. J'ai trouvé sensiblement des choses. Je ne les ai pas mis là nécessairement parce que c'est pas pertinent. Ils sont tous clairement moins agressifs. Le plus agressif au niveau des données exfiltrées, c'est vraiment Fiverr, pour une raison que j'ignore. Probablement parce que c'est un plus petit joueur. Ensuite, je me suis posé la question, Google Ads. Google Ads extrait quand même, je dirais peut-être la moitié des données qu'on a vues plus tôt. Mais pourquoi? Je veux dire, ton Google Advertiser, là, je suis sur une mobile Android, là. En plus de savoir quel device j'utilise, tu sais, que les devices de tout le monde chez nous, il y a des gigabytes de data supplémentaires qui ne sont pas inclus dans la publicité, mais là, pourquoi tu vas extraire ça? C'est peut-être pour faire de la corrélation, peut-être pour s'assurer que tu sais, je veux dire, si je me log sur un device avec mon compte Google, that's it, là, le device, toutes les données sur le device, ils sont connus, puisqu'il fait juste à l'intérieur réassocier. Fait que j'ai pas compris exactement pourquoi, mais Google va extraire quelques informations. Mais à la limite, rien d'aussi agressif que l'autre. Alors, c'est sûr que toutes les bypass de RCE, les bypass de storage, les bypass de delete file, ce genre de choses-là. Toutes ces publicités-là s'en tiennent spécifiquement aux limitations du WebView, du HTML5, le storage DOM, ce genre de choses-là. Puis, OK, fair enough, sont assez fair. Mais oui, Fiverr va extraire un peu plus d'informations. La raison pourquoi je crois que Fiverr va sortir un peu plus d'informations de ce côté-là, c'est vraiment au niveau, excusez-moi, c'est vraiment spécifiquement, non, c'est pas une bonne idée, ça. C'est vraiment spécifiquement parce que lui, de facto, dans son BI, a moins d'informations que tous les autres. Alors, s'il veut être un compétiteur sur le marché, je crois qu'il n'y a pas le choix s'il veut compétitionner avec les grands, s'il veut avoir même une chance d'être sélectionné à travers l'industrie comme étant un fournisseur, il n'y aura pas le choix d'aller chercher un peu plus d'informations, améliorer son segment. On s'entend, ce qui est payant dans l'industrie de la publicité, c'est la conversion.
quel que soit comment vous calculez votre conversion, que ce soit par clic, par installation, par action, c'est la conversion. Il n'y a rien d'autre qui existe. Donc, plus vous allez être efficace, vous allez présenter la bonne publicité à la bonne personne, c'est là que l'argent vient. Donc, je crois qu'on s'entend tous pour dire que les données personnelles qui sont utilisées dans le cadre de ces analyses-là sont essentielles à leur modèle d'affaires. Maintenant, est-ce qu'on devrait aller là? Ça, c'est un peu la partie éthique. Puis on s'entend qu'on peut tous s'offusquer de ça facilement. En tout cas, moi, mon premier réflexe a été Ah! Oh my God! Mais après ça, tu te poses la question, est-ce qu'il y a le choix? Ce petit fournisseur, qui est quand même pas si petit, là, mais est-ce qu'il y a vraiment le choix s'il veut compétitionner contre les gros? C'est une bonne question à se poser. Alors, à l'intérieur de l'entreprise, on s'est posé la question. Puis la première question que j'ai posée, c'est dans le cadre des jeux, là, nous, on fait des analyses quand même sur les types de profils d'utilisateurs. On fait des laboratoires, on invite des gens, on crée des mini-segmentations de types de jeux, puis on leur fait essayer les modèles, des fois même sur papier, avant même de commencer à produire, pour s'assurer que le type, le modèle, l'histoire, l'apparence graphique correspond à ce que l'utilisateur veut consommer. Alors, de la même façon, on se pose la question, est-ce que nous, on irait jusque-là à extraire toutes ces données-là pour pouvoir faire ces analyses? Le consensus était que non. Le consensus était que c'est clairement excessif, mais c'est un tiers. Puis ça, jamais personne n'avait vu à l'intérieur du tiers jusqu'où celui-là allait. On a fait nos analyses, nos due diligence, on a accepté ce fournisseur-là comme étant en faisant maintenant partie de la famille. Mais là, on se pose la question. Puis éventuellement, bon, c'est pas à moi qu'existe la décision finale, mais à la lumière de plein d'informations qu'on a pu recueillir sur lui et toute l'industrie en général, on se pose la question. Alors, comme nous, on n'était pas trop à risque vis-à-vis ce fournisseur-là, puis que nos joueurs ne sont pas trop à risque non plus, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'en profiter puis le donner à la communauté, parce que c'est un peu, bon, c'est ça qu'on fait. Alors, pour revenir à nos amis de Housepaint, pour pouvoir jouer, on s'entend qu'il faut signer le Privacy Policy, accepter tous les termes et conditions que jamais personne ne peut lire et qu'on ne comprend pas. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'intérieur, il dit, ben, on collecte de l'information sur toi, on va s'en servir, entre autres, excusez-moi, entre autres, attendez, il y avait un piton là, device, software, hardware, identifiant unique. On va s'en servir pour pousser des messages, des notifications. Oh, OK, fair enough. Mobile Network Information and Time Zone. OK. Ça, c'est ça qu'on a dans Privacy Policy. Jusque-là, ça va. Puis là, il y a évidemment les chapitres obligatoires sur qu'est-ce qu'on fait avec ben, pas nécessairement qu'est-ce qu'on fait, mais comment vous pouvez vérifier vos informations. GDPR, Canada Crap, là. Mais c'est clair qu'ils vont plus loin que ça. C'est très clair qu'ils vont plus loin que ça. Parce que probablement que chez eux, dans leur Privacy Policy, ils n'ont jamais été voir jusqu'où leur fournisseur avait accès à l'information. Puis de toute façon, en faisant affaire avec Google, clairement, il y a plus que ça. Mais est-ce que c'est leur faute à eux ou c'est la faute à Google? Google Ads, c'est une interface ou c'est le Google Engine ou la machine Google dans son ensemble? Alors ça, malheureusement, on ne saura jamais. Et c'est ça. Alors, là-dessus, c'est tout. Alors, si vous avez des questions, je vais être autour. Nous, on va continuer à faire nos recherches et on va essayer de publier le plus possible. Si vous avez des collègues qui sont intéressés, juste nous pigner ou venez me voir. On va avoir une version anglophone aussi qui va être disponible éventuellement de cette présentation-là. Mais j'ai le temps pour des questions parce que là, on me faisait des signes dans le fond. Alors, s'il y a quelqu'un qui a une question, comme on m'a donné la bouteille de scotch, de rhum, une question, une shot de rhum. Il me l'a donné, hein? T'étais là? J'ai vu ça.